Le politologue Jérôme Fourquet, invité de BFM Politique. Jérôme Fourquet, avant de commencer cette interview, je signale à ceux qui vous regardent, nous regardent chez vous, que vous pouvez interroger, interpeller directement Jérôme Fourquet. Il suffit pour cela de flasher le QR code qui va apparaître à la droite de l'écran et nous relayerons les questions des téléspectateurs tout au long de cette émission. Jérôme Fourquet, je voudrais qu'on commence avec ce qui s'est passé hier en marge donc, de la finale de la Coupe de France, une bagarre générale qui a éclaté entre supporters parisiens et lyonnais. Les images, il faut dire, sont impressionnantes. Un bus est parti en fumée, deux autres ont été endommagés. Au total, 38 blessés légers, dont 8 policiers, le tout près d'un péage, ce qui a provoqué la fermeture de l'autoroute dans les deux sens. À 2 mois, jour pour jour, de l'ouverture des Jeux Olympiques, cela donne une impression de désordre, Jérôme Fourquet? Oui, les images sont assez marquantes. Alors on est hélas habitué, c'est pas la première fois qu'en marge de rencontres de football, on a des débordements, des scènes de violence, et on voit qu'à chaque fois les forces de l'ordre peinent à intervenir et à ramener l'ordre, où ça s'effectue, mais au bout d'un moment, et tout ça installe encore un peu plus dans la population l'idée d'un ensauvagement et d'une perte de contrôle. On se souvient de ce qui s'était passé à l'été 2022 au moment d'un match au Stade de France, une finale de la Ligue des Champions, Coupe d'Europe, ou Ligue des Champions. Ouais. On a eu d'autres événements entre Marseillais et Lyonnais, avec un entraîneur qui a été blessé, des bus de supporters adverses qui ont été caillassés. Et le contraste était assez saisissant hier sur votre antenne, quand en parallèle de ces images étaient montrées d'autres images, celles d'un président de la République déambulant dans les rues de Tourcoing. Oui, qui s'est rendu à un événement militant organisé par Gérald Darmanin dans sa ville de Tourcoing, oui. en marge de ce match. Et donc on voit comment l'agenda gouvernemental, et à la fois les déplacements, mais également la communication, est percuté et rattrapé en permanence par la montée de la violence dans notre société. Pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, le président de la République devait se rendre en Normandie, à Fécamp, pour l'inauguration d'un parc éolien en mer, et le déplacement a été annulé en raison de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et également, à quelques dizaines de kilomètres de là, par l'attaque du fourgon cellulaire qui a coûté la vie, malheureusement, à 2 gardiens de prison. Oui, mais là, en l'espèce, est-ce que c'est pas plutôt, j'allais dire, un problème endogène au football et aux supporters de football, finalement, les clubs, les instances sportives, les fédérations, qui n'arrivent pas à gérer ce problème de foot de supporters en France? Ça a quand même été géré dans d'autres pays, en Angleterre, on pense notamment, en Espagne. Et donc, finalement, c'est un problème vraiment qui touche d'abord le foot. Et au fond, ça ne va pas au-delà du foot s'agissant du sport. Oui, alors, comme vous l'indiquez, Bruno Jeudi, c'est peut-être aussi une spécificité française. Alors, il y a eu aussi des violences en Turquie récemment dans un match de football, sauf que ça s'ajoute à d'autres scènes de violence dans d'autres compartiments de la société, des rixes au couteau entre jeunes, des agressions de policiers. Et donc, toutes ces images, encore une fois, entretiennent un bruit de fond, même si elles sont spécifiques à l'univers du football, elles participent d'un paysage plus général qui est celui d'une dégradation de la situation sécuritaire. Vous évoquiez le bilan du côté des forces de l'ordre, 8 policiers blessés. Il faut savoir qu'en France, chaque jour, on a 40 membres des forces de l'ordre qui sont blessés. 40 personnes tous les jours. Un refus d'obtempérer signalé toutes les 20 ou 30 minutes en moyenne en France. Et tout ça, bien évidemment, entretient la chronique, est relayé sur les réseaux sociaux et fait monter ce sentiment d'une perte de contrôle de la part de la puissance publique. Encore un mot sur ce sujet avant de parler d'assurance chômage. Vous évoquiez il y a un instant la concordance, effectivement, ces scènes du président de la République et ce qu'on en a pu voir près de ce péage. Bon, rappelons que c'était des images du président de la République en direct qui n'étaient pas au même moment que ce qui s'était passé, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de conjonction des deux moments. Cela confirme que la question de l'autorité, la question des violences, c'est au fond une forme de talon d'Achille pour le gouvernement de Gabriel Attal, pour le président de la République, qui donne parfois l'impression de courir après ce sujet. On a encore eu des annonces en fin de semaine de la part du Premier ministre sur la question de la violence des mineurs. Oui, tout à fait. Alors on peut ajouter les images spectaculaires de ce qui se passe
depuis une dizaine de jours maintenant en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure, oui. également. La série d'agressions, de meurtres et de violences liées au trafic de drogue qui endeuillent quasiment chaque semaine une cité française. Pas plus tard que hier ou avant-hier, on a eu une attaque à la grenade de mémoire. Je crois que c'est la première fois que ça se fait en France sur un point de deal en Seine-Saint-Denis. On a eu 3 morts à Sevran il y a quelques jours, une fusillade à Toulouse. Et donc, il y a encore une fois cette idée de bruit de fond qui s'impose, qui sature l'espace public. Et le gouvernement et la puissance publique sont à chaque fois en réaction et dans les cordes. Question de Bruno Jeudi sur les annonces de Gabriel Attal. Alors le Premier ministre a enfin détaillé ce matin dans la Tribune Dimanche la réforme de l'assurance chômage. Elle était attendue puisque les partenaires sociaux ne se sont pas mis d'accord. C'est un sévère tour de vis. Cette 3e réforme de l'assurance chômage depuis 2017 est sans doute la plus dure. Pour faire simple, il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est que la durée d'indemnisation, nous dit le Premier ministre, va passer de 18 à 15 mois au 1er décembre. Alors, question simple, est-ce que c'est risqué pour le gouvernement dans cette période électorale? Ou est-ce qu'au fond, les Français, s'agissant de l'assurance chômage, ont compris qu'elle était très généreuse, qu'il faut un peu rogner là-dessus, mais qu'au fond, ça passe? Alors, quand on regarde les enquêtes d'opinion, ce qu'on constate depuis 2 ou 3 ans, c'est un changement majeur sur les priorités des Français qui, historiquement, depuis 30 ans, plaçaient systématiquement en tête de leurs préoccupations et ce qu'ils assignaient comme priorité numéro 1 au gouvernement, c'était la lutte contre le chômage. Aujourd'hui, la lutte contre le chômage a rétrogradé au milieu de tableau dans les préoccupations et les priorités des Français, et ça a été remplacé par le pouvoir d'achat. Les Français constatent par ailleurs que c'est parce que le chômage a vraiment baissé? Alors, en partie, il est à 7,5%, et les Français constatent que dans les entreprises ou les administrations dans lesquelles ils travaillent, eh bien, on peine à recruter, qu'il y a en bon français un turnover qui est important. Et tout ça nourrit l'idée que, sans doute, alors même qu'il reste encore 7,5% de chômage en France, sans doute pour beaucoup de Français que le modèle qui a été mis en place n'est pas, comme on le dit du côté du gouvernement, assez incitatif. Quand on regarde d'autres données de sondage, vous savez, où on demande à des Français est-ce que vous adhérez ou pas à telle ou telle idée, et donc il y a une formulation assez classique qu'on suit depuis une vingtaine d'années qui dit les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le souhaitaient vraiment. On a à peu près 60% de Français qui adhèrent à cette opinion-là. Même dans les électorats de gauche, où l'idée n'est pas forcément majoritaire, mais en tout cas, il y a une part relativement importante. Alors, c'est pas majoritaire à gauche. Pas majoritaire, mais qui c'est assez est favorable à cette idée. Et donc, en termes de risque politique et social, c'est moins risqué de s'attaquer à ça que de s'attaquer, par exemple, à la retraite ou au déficit public par exemple, disant qu'il va falloir augmenter les impôts ou la fiscalité. Pour résumer, on voit assez rarement de manifestations monstres, de grandes mobilisations pour défendre dans les rues Tout à fait. Les droits des chômeurs. Même si les organisations syndicales, en amont de cette annonce pour essayer d'installer un rapport de force, avaient appelé à la mobilisation, et cette mobilisation n'a pas été trop importante. Le diagnostic qui est fait du côté du gouvernement émane notamment de quelqu'un comme Bruno Le Maire qui avait dit il y a quelques mois maintenant à périmètre constant, si on conserve notre modèle social, nous ne pourrons pas atteindre l'objectif présidentiel qui était de ramener la France au plein emploi à la fin du 2e quinquennat d'Emmanuel Macron, d'où leur idée de bouger les paramètres de l'équation. Donc on verra ensuite si dans les modalités d'application, les choses donnent des résultats ou pas. Question de Pauline Thévenot. Est-ce que ça ne lui permet pas aussi de souligner les contradictions du Rassemblement national sur la question, puisqu'il combat, le parti de Marine Le Pen combat cette réforme, alors même que historiquement, son électorat est quand même en grande partie favorable à la lutte contre l'assistanat? Oui, alors le RN s'en tire souvent par une pirouette en disant qu'on a un assistanat qui profite à certains, qui est financé par beaucoup de salariés modestes qui, eux, n'ont pas droit à toute une série d'avantages. Donc c'est une façon d'essayer de répondre au Rassemblement national. Et c'est aussi sans doute un message envoyé à l'électorat de droite, notamment l'électorat retraité, qui lui est massivement favorable à ce type de réforme. Donc c'est, si vous voulez, un signal supplémentaire
de la réorientation à droite de l'axe de la majorité présidentielle. Question de Pauline sur la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, vous rentrez du voyage présidentiel, Pauline. Absolument, un déplacement express à Nouméa pour Emmanuel Macron. Après avoir posé une forme d'ultimatum, il a temporisé sur place. Il a dit qu'il ne voulait pas passer en force sur cette réforme contestée du dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Il a tenté de renouer le dialogue, d'appeler à la fin des violences. Dans nos colonnes ce matin, il se dit quand même prêt à aller au référendum sur cette question. Quand vous regardez le bilan de son déplacement, est-ce que, selon vous, alors que les violences continuent, il faut le dire, sur place, est-ce qu'il a quand même réussi à reprendre la main, ou au fond, est-ce que l'absence de résultats à court terme témoigne d'une forme d'impuissance ? Alors, il faut être très modeste sur ce sujet qui est éminemment complexe. Et de mon point de vue, il était parallèlement illusoire de penser que même si c'est le président lui-même qu'un déplacement suffirait. qui se déplace. Lui était convaincu, persuadé que sa venue allait changer les choses. Alors c'est peut-être un électrochoc. C'est peut-être une critique qu'on peut formuler à son égard, c'est de penser qu'il y a une forme de pensée magique qui fait que... de conviction que lui seul est capable d'aller régler des crises. Et très rapidement. Ouais. Et c'est pas la première fois qu'on le voit. Et cette crise en Nouvelle-Calédonie s'ancre dans une histoire très douloureuse. On remonte aux événements, ce qu'on appelle les événements des années 80. Il y a eu 90 morts sur l'île qui, à l'époque, ne comptait que 160 000 habitants. On voit que là, le bilan humain est déjà de 7 victimes. Si vous êtes rendu sur cette île, vous voyez comment les deux communautés sont à couteau tiré, comment on a basculé véritablement dans un scénario de guerre civile, avec des milices d'autodéfense qui se sont spontanément créées pour défendre chacun son quartier. On a plus de 100 000 armes à feu qui sont en circulation sur une île de 270 000 habitants. On a une économie qui était totalement détruite, avec notamment le poumon économique qui est la filière du nickel. Et l'intersyndicale de cette grande usine de traitement de nickel a appelé à la levée des barrages, sans quoi le four qui permet de traiter le nickel allait être mis à l'arrêt et que ça mettait donc en péril toute la filière. Et donc, c'est illusoire de penser qu'en 24 heures, on peut régler un problème aussi épineux et aussi enflammé que celui-ci, sachant que, de mon point de vue, il n'y a sans doute pas forcément de bonne solution. C'est-à-dire ne pas dégeler le corps électoral, ça revient à dénier le droit de vote, qui est quand même un droit élémentaire à des milliers d'habitants de la Nouvelle-Calédonie, et dégeler ce corps électoral, ça revient à diluer le poids de la minorité, qui est aujourd'hui une minorité kanak, qui sont les habitants historiques, et donc on éloigne encore un peu plus la perspective du référendum. Donc c'est sans doute peut-être quelque chose que certains nombres de nos responsables politiques ont oublié, c'est que l'histoire est souvent tragique, et qu'il n'y a pas forcément moyen de faire des deals. Et là, on est typiquement dans une situation post-coloniale qui est très très compliquée à gérer et qui va donner encore, hélas, lieu à de nombreux soubresauts. Juste avant de donner la parole à Bruno Jeudi, ce que dit, donc Pauline le disait, le président de la République dans les colonnes du Parisien, c'est qu'il est prêt à aller au référendum. Pour ceux qui nous regardent, ça voudrait dire, comme un même texte a été voté dans les mêmes termes à l'Assemblée et au Sénat, consulter tous les Français à travers un référendum sur précisément cette question du dégel du corps électoral. Est-ce que ça a du sens ? Rappelons que le dernier référendum en la matière date de 1988. Et de ce que vous savez finement de l'opinion, comment réagiraient les Français consultés dans leur ensemble sur la question de la Nouvelle-Calédonie ? Au fond, comment regardent-ils ce qui est en train de se passer, là-bas ? Comme vous le savez, c'est très loin, la Nouvelle-Calédonie. Cette histoire est compliquée et vous faites référence au référendum de 1988 qui, de mémoire, avait été marqué par une abstention très importante. 63% d'abstention. Avec celui sur le passage au quinquennat. Le passage au quinquennat. Et donc, consulter aujourd'hui les Français, sachant qu'en 88, on les avait consultés sur la perspective de l'indépendance. Là, c'est sur une mesure très technique qui serait le dégel d'un corps électoral pour les élections provinciales. Donc je pense qu'on s'acheminerait de nouveau vers une abstention très, très importante. Et pour revenir ensuite à votre question sur comment les Français voient ça, une bonne partie considère que tout ça est loin. Et ensuite, on réagit en fonction de ces attaches partisanes. Les gens qui ont le cœur plutôt à gauche
considèrent qu'on est dans une situation postcoloniale et qu'il va falloir aller vaille que vaille vers l'indépendance, quand des gens qui sont plus de sensibilité de droite considèrent qu'il faut maintenir l'ordre, que 3 référendums ont déjà eu lieu et que la place de la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Bruno. Tout à l'heure, vous dressiez un tableau un peu de la France de 2024, marqué par les violences qui vont crescendo dans les banlieues, ce qui s'est passé dans l'Eure avec les gardiens de la pénitentiaire, et puis précédemment dans les établissements scolaires. Là, on a la Nouvelle-Calédonie, avec vraiment un climat insurrectionnel de guerre civile, hein, quand on voit les images. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le scrutin européen dans 15 jours? Alors, comme on dirait à la bourse, je pense que tout ça est déjà intégré dans les cours. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur la dynamique Bardella. D'après notre sondage Rolling quotidien pour Le Figaro LCI, il est aujourd'hui à plus de 30%, à 32%. Bien évidemment, on y reviendra peut-être tout à l'heure, les considérations économiques pèsent. On voit comment... Ce parti, comme d'habitude, fait des scores très importants dans les milieux populaires, les ouvriers, les employés, chez qui la question du pouvoir d'achat est centrale. Mais le carburant historique du vote pour le RN, c'est ce type d'image, c'est ce type de situation. Et donc, ce bruit de fond de montée des violences et de la délinquance alimente au long cours la dynamique du Rassemblement national. Vous évoquiez, Bruno Jeudi, toute une série d'événements. Si on remonte à l'année dernière, toute la France a été marquée par le drame de Crépol, et plus tôt encore, à l'été dernier, par les émeutes, qui, là aussi, en termes d'image, ne sont pas sans rappeler ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc c'est tout cet ensemble-là qui, de notre point de vue, explique le score. Alors pour l'instant, ce ne sont que des intentions de vote. La poussée de Jordan Bardella, sur laquelle on reviendra dans une deuxième partie. Juste avant de faire une très courte pause, ce qui est intéressant aussi avec le sujet calédonien, c'est qu'au fond, il apparaît comme un révélateur d'un certain nombre de contradictions des partis politiques. Le Rassemblement national qui change à 180 degrés, jadis ultra pro-loyaliste, désormais qui fixe la perspective d'un référendum dans 40 ans. Vous avez aussi une partie de la gauche qui exalte l'identité en Nouvelle-Calédonie, alors qu'elle est extrêmement pusillanime à l'idée de manier ce concept en métropole. C'est aussi une sorte de révélateur de ces contradictions, le sujet calédonien? Oui, bien sûr. Alors, le Rassemblement national, comme vous l'avez rappelé, a toujours pris fait et cause historiquement pour le camp loyaliste. Et le camp loyaliste lui rendait bien, d'ailleurs, puisque le Rassemblement national et avant le Front national font des scores très importants dans la population caldoche. Quand on regarde les résultats dans certaines communes, c'est très net. Alors, Marine Le Pen a sans doute voulu quelque part botter en touche, puisque a souhaité un référendum d'ici 40 ans. Ça veut dire 40 ans, c'est ce qui nous sépare des événements des années 80. Donc, vous voyez, donc on remet du temps au temps, et donc pendant ces 40 années, on est dans une espèce de statu quo. Et du côté de la gauche, notamment une gauche assez radicale, c'est effectivement assez cocasse de voir qu'on défend le droit des Kanaks à être maîtres sur leur propre terre et à bénéficier d'une espèce de droit d'aînesse par rapport à d'autres populations qui seraient venues les rejoindre. Et donc si on applique cette grille de lecture à la situation hexagonale, ce discours-là est assez en porte-à-faux avec celui qu'ils peuvent tenir habituellement, notamment sur le fait d'octroyer le droit de vote aux étrangers aux élections locales, qui est une proposition soutenue par un certain nombre de partis de gauche. On continue cette discussion, Jérôme Fourquet, dans un instant. On parlera notamment de la perspective. Arrivera-t-il? On ne sait pas, sans doute pas, mais on en parlera d'un débat entre le président de la République et Marine Le Pen. Restez avec nous, toute petite pause dans BFM Politique. À tout de suite. Le politologue Jérôme Fourquet, invité de BFM Politique. Jérôme Fourquet, juste avant de reprendre cet entretien, une question d'une téléspectatrice, voilà ce que vous demande Joël. Les Français sont majoritairement favorables à l'aide à mourir. Comment expliquez-vous un tel décalage de classe politique? Je précise pour ceux qui nous regardent que le texte arrive en séance demain à l'Assemblée nationale et qu'il y a effectivement un décalage entre le fait que dans les sondages, une grande majorité des Français sont favorables à cette aide à mourir, alors que quand on regarde les débats politiques, ils sont, eux, pour le coup, extrêmement clivés. Comment expliquez-vous ce décalage? Voilà ce que vous demande Joël.
Eh bien parce que ce sujet est typiquement un sujet qu'il est difficile d'appréhender par une réponse par oui ou par non, telle que les sondeurs savent les poser. Et donc quand on sonde les Français sur ce sujet depuis très longtemps maintenant, on a effectivement des scores très très massifs, à plus de 80%, qui vont dans le sens d'une adhésion à la légalisation de l'euthanasie. Sauf que quand on fait d'autres types d'enquêtes plus qualitatives, on se rend compte qu'une fois que les Français sont mis en situation, puisque quand vous répondez par Internet ou par téléphone et que vous êtes bien portant, que vous êtes jeune, on se dit que chacun doit pouvoir maîtriser sa propre faim, etc. Et sauf que quand on fait intervenir des témoignages de soignants, de proches, de gens qui ont vu des proches passer par les services de soins palliatifs, etc., etc., on voit là alors que l'opinion s'éclaire un peu d'une manière différente et que les résultats sont un peu différents. Et donc c'est tout l'honneur du travail parlementaire et du travail politique que de prendre le temps et de bien peser tous les tenants aboutissants d'une réforme sociétale aussi importante que celle-là. Et c'est ça, à mon avis, qui peut expliquer ce décalage de ressenti et de perspective. Question de Pauline Thévenoud sur un des faits politiques du week-end. Dans le Parisien de ce matin, Emmanuel Macron se dit prêt à débattre avec Marine Le Pen avant les élections européennes. Il lui fait cette proposition, sachant qu'elle avait dit elle-même qu'elle y était prête aussi, en posant conditions inacceptables évidemment pour lui et pour le président, qui était de mettre sa démission ou la dissolution de l'Assemblée nationale sur la table en cas de défaite aux élections européennes. À quoi est-ce qu'on assiste là? Est-ce que c'est un jeu de théâtre? C'est un jeu de dupes? Chacun sachant qu'il dit chiche tout en ne remplissant pas les conditions posées par l'autre? Alors oui, c'est un peu ça, évidemment. Ce que ça traduit également, c'est comment, comme le débat récent entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, s'installe l'idée d'un duel bipolaire entre d'un côté le camp présidentiel et d'autre côté le Rassemblement national. Cette idée, elle s'installe toute seule ou c'est ces deux camps-là qui ont intérêt à l'installer? Ils ont intérêt à l'installer. Médiatiquement, ça fonctionne assez bien. Il y a un sujet quand même sur le plan démocratique, c'est-à-dire qu'on évince tout le reste. Oui, c'est d'ailleurs Jérôme Fourquet, ce qu'a dit François-Xavier Bellamy, la tête de liste Les Républicains, qui a dénoncé le fait que le débat Gabriel Attal-Jordan Bardella, sur lequel on reviendra dans un instant, a été organisé. Et à cela, on peut se poser la question est-ce qu'effectivement il y a un biais médiatique à avoir ce type de confrontation organisée? Emmanuel Macron, lui, répond dans les colonnes du Parisien, je cite de mémoire, moi je prends les adversaires que les Français, que le peuple me donne. Il réfute l'idée qu'il installe le débat. On sait quand même que cette idée du duel, elle est théorisée, au sein de la majorité. Donc les deux camps, là, ont intérêt à ce que le problème soit posé de telle sorte, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron se pose en ultime rempart et recours face à la montée du Rassemblement national, et de l'autre côté, le Rassemblement national joue à plein la carte du vote sanction, en disant si vous voulez envoyer un carton rouge à Emmanuel Macron, il n'y a qu'une liste, c'est nous. Vous le voyez bien, nous sommes son seul adversaire crédible. Tout ça se renvoie aussi à ce qui s'est passé lors des 2 dernières élections présidentielles, où le second tour a donné lieu à cet affrontement-là. Là où l'échange change un petit peu, c'est quand même que nous sommes dans une élection européenne qui a un scrutin à un tour proportionnel, et que le paysage électoral ne se résume pas. Oui, donc vous dites qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait ce type de débat dans le cadre d'un scrutin européen. En même temps, de mémoire, 1992, il y a déjà eu un débat entre un président de la République, c'est le seul d'ailleurs, entre un président de la République en exercice, François Mitterrand, et un de ses opposants, Philippe Séguin. Donc ça veut dire aussi qu'on peut très bien imaginer un débat entre un président et un opposant aujourd'hui. Et Marine Le Pen est l'opposante numéro 1, si on en croit du référendum, si on en croit vos études. Oui, bien sûr. Alors c'était déjà sur le sujet européen. La référence, de mon point de vue, est pertinente parce qu'on avait bien 2 visions de l'Europe. Et là, on l'a. On l'a de nouveau. Sauf qu'à l'époque, en 92, c'était dans le cadre d'une campagne référendaire. Le camp du oui incarné par François Mitterrand et le camp du non incarné par Philippe Séguin. Donc là, on est sur une élection européenne. Donc ça peut avoir du sens, mais dans ce cas-là, il faut multiplier les débats et qu'il y en ait d'autres. Mais on voit bien comment, hormis la communication politique et le coup de poker menteur, il y a aussi la volonté d'installer ce mano à mano
et de faire place nette et de faire disparaître toutes les autres forces politiques. Mais un tout petit mot encore, je reprends l'expression qu'utilisait Pauline Thévenoud, jeu de dupe. Quand on voit le président de la République qui propose juste avant le 9 juin et Marine Le Pen qui fixe ses conditions en disant il faut qu'il mette sur la table la dissolution ou la démission. Est-ce que c'est elle qui a peur du débat et qui donc fixe ce type de conditions? Au fond, qui aurait le plus à perdre entre le président de la République et Marine Le Pen si ce type de débat avait lieu? Alors, là, c'est vous le journaliste politique. Il faut revoir les deux parce qu'on a des archives. Pour le coup, on a Il y a des précédents qui, il faut le dire, sont plutôt à l'avantage du président de la République. Donc voilà, d'où peut-être aussi le fait que Marine Le Pen place la barre vraiment très haut pour se prémunir de l'hypothèse que ce débat advienne réellement. Un peu prise à son propre piège quand même, parce que ces lieutenants, à la fin du mois d'avril, réclamaient eux-mêmes le débat. Oui. Finalement, il jette le gant, il lui dit allons-y. Donc c'est aussi Bien sûr. Mais parallèlement à cela, je pense que ce débat entre ces deux visions, normalement, il a déjà eu lieu il y a quelques jours entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. Donc là, ce serait un remake au sommet, mais qui du coup ressemblerait beaucoup à un deuxième tour de présidentielle, ce qui, encore une fois, n'est pas le cadre sur lequel les Français sont appelés à voter le 9 juin. Alors justement, Jérôme Fourquet, sur ce face-à-face qui a opposé le Premier ministre au président du RN, Jordan Bardella, on a entendu beaucoup de choses. Disons que les commentaires ont plutôt donné le point au Premier ministre, considérant qu'il avait mis en difficulté Jordan Bardella. On a vu en même temps un sondage Odoxa pour le Figaro qui donnait un léger avantage au président du RN. Alors donc là, je pose la question aux sondeurs, politologues, analystes. Qui a gagné ce débat pour vous? Alors, quand on regarde ce qui s'est passé historiquement, pour qu'un débat fasse bouger les lignes, il faut remplir deux conditions. La première, une audience très importante. Et donc, si on reprend les chiffres, c'est pas déshonorant, mais c'est un peu moins de 4 millions, 3 millions 600 000 personnes. Pour mémoire, l'épisode de la série HPI, qui était diffusé à la même heure, a fait 7,3 millions de personnes. Sur TF1. Sur TF1. Bon, donc ça. Pas le même public. C'est pas. Oui, mais un homme, une voix. Donc ces gens sont aussi appelés à voter. Et la deuxième condition, c'est qu'il y ait eu un chaos net au profit d'un des débatteurs face à l'autre. Et donc là, même si on peut penser que Gabriel Attal a plutôt marqué le point, il n'y a pas eu de chaos technique. Il n'y a pas eu de chaos technique, d'une part, et d'autre part, encore une fois, la part de la population qui a regardé ce débat n'était pas énorme. Et on le sait aussi, et vous le savez, que les gens qui regardent ce type de débat, notamment quand le public est assez restreint, sont quand même des gens qui sont assez intéressés. Et qui sont donc déjà convaincus à l'avance. Par la politique, et qui ont déjà leur propre opinion. Et avant de les faire passer d'un vote à l'autre, voilà. Le juge de paix, ce sera les prochains sondages qui nous montreront si on a une remontée ou un tassement de l'une ou l'autre des deux listes. Bon, là, on en a un premier, là, pour BFM TV, la Tribune Dimanche. Ça a plutôt profité un petit peu à Jordan Bardella et pas trop à Valérie Rayet, mais vous avez raison, il faut que ce soit confirmé sur plusieurs études. Quand même, à l'occasion de ce débat, entre deux jeunes hommes politiques, la relève presque, 35 ans pour Gabriel Attal, 28 pour Jordan Bardella, on a pu percevoir quand même un peu de fragilité du côté de Jordan Bardella, mis en difficulté sur le plan technique un peu quand Gabriel Attal a attaqué certains dossiers, et notamment la préférence nationale, où j'ai trouvé que de manière assez surprenante, le candidat RN avait été mis un peu en difficulté, mais inversement, on peut dire aussi que ça a peut-être, profité pour l'étoffe d'un Jordan Bardella, présenté comme le futur Premier ministre de Marine Le Pen. Entre ces deux-là, qui a l'avantage, qui prend l'avantage entre ces deux visions? On voit bien quand même que Gabriel Attal est rentré sans trop de difficultés dans son poste de Matignon, qu'il a déjà un long parcours ministériel et qu'en termes de maîtrise des dossiers, maîtrise du débat, il est quand même très performant. Ce que n'a pas forcément encore suffisamment éprouvé Jordan Bardella, qui n'a géré aucune collectivité locale, qui n'a bien par définition jamais eu de poste ministériel et qui peut être un bon client de plateau télé, qui peut être un bon tribun en meeting devant ses propres troupes, mais qui, dans l'exercice très spécifique d'une confrontation en duel avec quelqu'un qui est chevronné et charpenté, doit sans doute
encore progresser. Pauline. L'une des stratégies du Premier ministre face au RN, et qui est d'ailleurs exactement la même que celle d'Emmanuel Macron, c'est de pointer les changements de pied incessants du RN sur l'euro, sur l'OTAN. Est-ce que pour vous, c'est un bon argument? Est-ce que c'est une stratégie efficace? Alors je pense que ça peut contribuer à maintenir un certain cordon sanitaire, si on peut dire, autour du RN. Sur le thème de la crédibilité? Sur le thème de la crédibilité, dans une partie de l'électorat, qui est notamment l'électorat le plus âgé, qui continue d'être celui qui est le plus réfractaire au vote RN. Et qui est un électorat macroniste, plutôt plus macroniste. Plutôt macroniste, et donc c'est pour essayer de maintenir, si vous voulez, les positions, et encore une fois, la digue de ce point de vue-là. En revanche, on voit bien que ce type d'argument, manifestement, ne permet pas de semer le doute dans les rangs des électeurs, nombreux qui sont aujourd'hui décidés à voter pour le Rassemblement national et qui, comme on le disait en ce début d'émission, glisseront un bulletin Bardella dans l'urne bien davantage sur la question de la sécurité, de l'immigration, du pouvoir d'achat, que sur celle de l'architecture européenne de défense, le soutien à l'Ukraine ou la perspective d'un référendum en Nouvelle-Calédonie. Je signale à ceux qui nous regardent que demain soir, un autre grand moment de la campagne des Européennes, sur cette antenne, sur BFM TV, le grand débat des principales têtes de liste, demain soir à 20h30, animé par Apolline de Malherbe et Maxime Switek. On sait que la caractéristique des élections européennes, c'est que les électeurs, ce qu'on appelle la cristallisation, le moment où ils se décident pour qui ils vont voter, ça arrive très tard. Ça veut donc dire que ce type d'événement télévisuel, ça joue, qu'il y a encore une part importante d'indécis, de personnes qui peuvent changer de vote. Donc, ce genre de débat, ça a son importance dans une campagne électorale. Oui, bien sûr, notamment dans une campagne dans un scrutin comme les européennes, où on s'achemine, comme traditionnellement, vers une abstention autour de 50%. Oui. Donc, si vous arrivez à convaincre quelques dizaines de milliers d'électeurs sur un corps électoral qui est plus restreint, la différence peut être faite. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce type de débat est d'autant plus important sur les enjeux, sur une élection comme les européennes, que le nombre de candidats et de listes est lui-même important et que les hésitations peuvent être nombreuses. Il peut y avoir facilement une porosité entre les candidats de gauche. Prenons la gauche. Ouais. Entre un vote insoumis, un vote communiste, un vote PS Glucksmann ou un vote écologiste. C'est des visions de l'Europe qui sont différentes, mais normalement, on fait partie de la même coalition. Prenons de l'autre côté le bloc nationaliste, entre un électeur qui est plutôt de sensibilité zémourienne, mais qui regarde aussi les sondages et qui se dit est-ce que ma voix ne serait pas plus utile, vote utile pour Bardella, à alimenter, ou François-Xavier Bellamy, ou la dynamique. Voilà. Ouais. Et donc, on a beaucoup de paires comme ça qui se dessinent, et c'est typiquement dans ce genre de débat que, à la marge, les choses peuvent s'ajuster. Question de Bruno Jeudi sur le sondage ELAB. Voilà, exactement. Vous faites des sondages pour l'IFOP. Nous, on en a un aujourd'hui, donc on va prendre le dernier et on peut analyser un peu les dynamiques à l'œuvre, pile poil 2 semaines avant. Alors, celui de ce matin, ELAB, BFM TV, Tribune Dimanche. Jordan Bardella atteint son plus haut niveau dans cette étude, 33%. Et l'écart, on va dire, est très stable avec la liste deuxième, celle de Valérie Ayé, 15,5%, et Raphaël Glucksmann, celle du Parti socialiste, qui est à 13. Si on commence par le RN, qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui Jordan Bardella de l'emporter et même peut-être d'être au-dessus de 30%, parce qu'il n'y a aucun sondage aujourd'hui qui le met en dessous de 30%. Il faut juste dire que ce serait le score le plus haut pour le Rassemblement national, toute élection confondue sur un premier tour dans une élection nationale. Voilà, et rappelons-nous, il y a 40 ans, élection européenne de 1984, première percée du Front National dans une élection nationale avec Jean-Marie Le Pen à la tête de la liste. La liste du FN avait fait 11%. C'était il y a 40 ans. Soyons, sur les intentions de vote, soyons prudents et modestes. Comme on l'a dit, on a une abstention qui va être importante. Et le fait que les électeurs participent ou s'abstiennent, c'est la variable que nous, sondeurs, avons le plus de mal, paradoxalement, à estimer. Donc tout ça peut faire jouer un peu les chiffres dans un sens ou dans un autre d'ici le scrutin. Sur les précédents scrutins européens, en tout cas les 2 derniers, les instituts de sondage
en termes d'intention de vote, avait plutôt un peu surcoté le RN par rapport à ce qu'il avait réellement obtenu dans les urnes le soir du scrutin, du fait notamment de cette un peu plus faible mobilisation attendue de leur électorat. On dit ça, du coup, pour arriver à votre point, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément encore garanti que le RN franchisse la barre symbolique des 30%. Il sera peut-être à 29% des voix. Du coup, ça aurait un petit peu le côté déceptif. Il y aura un effet déceptif en disant, alors ils sont moins qu'attendus, mais même à 28 ou 29%, on serait sur un score qui serait historiquement élevé. Deuxième point, une fois qu'on a pris ces précautions, on ne voit pas aujourd'hui, compte tenu de l'état du paysage politique et l'état du pays, ce qui pourrait empêcher, sauf accident industriel majeur de campagne, un débat complètement raté ou une révélation fracassante sur tel ou tel candidat, comment le RN pourrait ne pas être en tête et loin devant le 9 juin au soir. Donc il faudra regarder son score à lui, est-ce que symboliquement il est au-dessus des 30 ou pas, et puis surtout quel sera l'écart avec le deuxième, puisqu'on rappelle qu'en 2019, le Rassemblement national était déjà en tête, mais d'un point seulement. Et Valérie Ayé peut se faire doubler par Glucksmann ? Alors, à 2 points près, on est dans les marges d'erreur, donc il faudra regarder les dynamiques. On voit notamment ce qu'on disait tout à l'heure, comment un électorat de centre-gauche, qui a pu à un moment donné voter pour Emmanuel Macron, est aujourd'hui, notamment sur la question européenne et la question ukrainienne, tenté par le vote Glucksmann. Et en fonction du choix final de cet électorat de centre-gauche, on peut avoir un certain nombre de surprises sur l'ordre d'arrivée. Un mot juste avant une question de Pauline Thévenot, Jérôme Fourquet. Ce qui est frappant aussi quand on regarde les sondages, même si bien sûr il faut rester prudent, de Jordan Bardella, c'est la façon dont l'électorat du RN est en train d'évoluer. C'est-à-dire un électorat plus attrape-tout, qui fait des scores élevés dans des catégories qui jadis étaient inatteignables pour le RN, les retraités, ce qu'on appelle les CSP+, les catégories socio-professionnelles élevées. Ça aussi, c'est un fait politique important parce que ça signifie qu'au fond, ce qu'on appelait le plafond de verre est de moins en moins fort qu'avant concernant le Rassemblement national. Oui, tout à fait. Alors, le plafond de verre a déjà été grandement fissuré au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2022, quand on le rappelle, Marine Le Pen a quand même fait 41,5% des voix sur un scrutin où la participation était autrement plus importante qu'elle ne le sera le 9 juin prochain. Pour la tendance que vous évoquiez, nous avons un nom, nous, à l'IFOP, on parle de la montée des eaux bleues marines. C'est-à-dire que à partir des môles de présence historique du RN, le RN, géographiquement et sociodémographiquement, étend progressivement son audience. Dans le dernier sondage de l'IFOP, on est par exemple à près de 30% des voix chez les cadres et les professions intermédiaires, ce qui est du jamais vu. C'est-à-dire qu'on a des scores très très élevés chez les ouvriers et les employés, mais on voit que la classe moyenne progressivement, en tout cas une frange significative. Ça fait de Marine Le Pen une favorite pour 2027 ou c'est encore trop tôt pour le dire ? Il faudra regarder comment les choses évoluent, mais ce qui est sûr, c'est que l'élection européenne va contribuer à dessiner les scénarios plausibles pour 2027 et va aussi influer sur les stratégies des uns et des autres. Si Reconquête, avec la liste dirigée par Marion Maréchal, ne franchit pas la barre des 5%, les choses se dessinent d'une certaine manière. Quel sera le score également des Républicains emmenés par M. Bellamy ? Et donc, si on est très proche des 5% pour la liste Bellamy, bien évidemment, il y aura une question stratégique qui se posera pour les Républicains pour la prochaine fois. Donc ce scrutin est un scrutin européen, mais il va influer bien évidemment sur la suite des événements. Rapidement, une question de Pauline. Justement, liaison toute trouvée avec ma question, la dynamique de Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'analysez ? Est-ce que c'est un vote plaisir qui est circonstancié à cette élection européenne ou est-ce que ça signe le retour de la social-démocratie qui pourrait justement constituer un socle un peu solide pour la suite? Rapidement, puisqu'il y a une question d'un téléspectateur. Oui, alors je pense qu'il y a une partie de la réponse est dans votre question. Vous parlez du phénomène Glucksmann. Et donc, vous n'avez pas parlé du phénomène PS. Donc, c'est d'abord un vote. D'ailleurs, ce n'est pas. Il est candidat, il y a une alliance avec le Parti Socialiste. Donc, c'est d'abord sur son image et ce que lui porte. Et les enquêtes nous montrent qu'il est manifestement un candidat qui est bien profilé pour ce type d'élection. C'est-à-dire qu'il a une crédibilité sur un certain nombre de sujets européens,
il a travaillé à Strasbourg et à Bruxelles. Il a un discours assez constant sur la question ukrainienne. Et c'est d'abord pour ça que les électeurs de centre-gauche se tournent vers lui. Et lui ne se trompe pas de campagne, c'est-à-dire qu'il fait résolument une campagne européenne et il est en capacité, élément intéressant, de capter à peu près 30% des gens qui avaient voté Mélenchon à la présidentielle, parfois un peu de manière résignée, et également une dizaine de pourcents d'électeurs macronistes. Jérôme Fourquet, question de Malika. Au lieu de s'enthousiasmer, on entend beaucoup de critiques sur les Jeux Olympiques. Les Français sont-ils des incorrigibles râleurs? Je rajoute qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, a dénoncé cette semaine les peines à jouir. Elle a dit ras la casquette. Alors, les Français sont-ils des peines à jouir? Non, je pense qu'on a vu à Marseille. On a vu à Marseille qu'il y a eu une ferveur et un engouement populaire. Maintenant, je pense que les Français ont les pieds sur terre et qu'ils font la part des choses entre du spectacle, du sport, des festivités et la réalité de leur quotidien. Le pouvoir d'achat est leur première préoccupation. L'année dernière, on a eu 1 million de procédures par les opérateurs de gaz et d'électricité pour impayés. L'enseigne Action de Hard Discount est l'enseigne préférée des Français. Et donc, même si il y aura sans doute du monde sur le parcours de la flamme et que les audiences télé seront importantes, encore une fois, les Français remettent sans doute du pain et des jeux de fracture. Voilà. Alors c'est d'abord le pain et après les jeux. Voilà, si vous... Merci beaucoup Jérôme Fourquet d'avoir été l'invité de BFM Politique. Je rappelle votre dernier ouvrage, La France d'après, tableau politique aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Pauline Thévenot, merci beaucoup Bruno Jeudi. Tout de suite, vous retrouvez Affaires suivantes avec Philippe Gaudin et Pauline Revenat. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 18h pour C'est pas tous les jours dimanche. Mon invité sera l'historienne et philosophe Elisabeth Badinter. Belle journée, l'info continue sur BFM TV et évidemment vive la politique.